Le président de la République est de retour en Côte d'Ivoire après quelques jours passés en France. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui. Lors de son séjour privé en France, le chef de l'État a rencontré son homologue français, François Hollande. Le 5e Forum international Afrique-Développement a ouvert ses portes jeudi dernier à Casablanca au Maroc. Thème choisi pour cette édition, les modèles de croissance inclusive en Afrique. Ce forum se veut un espace de promotion des échanges et de la coopération sud-sud. Le barrage de Soubray a été mis en eau le 6 mars dernier. Reste à effectuer les derniers travaux. Le comité interministériel chargé du suivi s'est rendu sur place pour se faire une idée de l'état d'avancement de l'ouvrage. En France, le candidat Benoît Hamon joue son va-tout. Il était en meeting aujourd'hui à Paris. Discours offensif, le candidat de la gauche espère que cette date marquera un nouveau départ pour sa campagne. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. Commençons par ces images de l'arrivée du président de la République à Abidjan. Le président Alassane Ouattara revient de la France où il a passé une semaine. Il a été accueilli à son arrivée cet après-midi par le vice-président, le premier ministre, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et la haute hiérarchie militaire. Lors de son séjour privé en France, le président ivoirien a rencontré son homologue français, François Hollande. Et justement, le président Alassane Ouattara et son homologue français ont évoqué plusieurs sujets à l'Élysée, notamment les questions relatives à l'économie, à la sécurité en Côte d'Ivoire et dans la sous-région et la réalisation de grands projets tels que le métro d'Abidjan. Nous écoutons maintenant le président de la République. Il revient sur les échanges avec son homologue français. Je viens de rentrer de Paris où j'ai été reçu le mercredi 15 mars dernier par le président François Hollande, président de la République française. Nous avons, pendant près de 2 heures, eu un entretien chaleureux et important à l'occasion d'un déjeuner qu'il nous a offert. Et la délégation était composée, bien sûr, du secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi, le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, le directeur de cabinet, la directrice de la communication et l'ambassadeur Charles Gomis à Paris. Cette rencontre a fait l'objet de demandes de notre part parce que, bien évidemment, le président Hollande et moi, nous nous sommes rencontrés quasiment tous les mois de février. À chaque fois que je faisais le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, je passais par l'Élysée pour que nous puissions échanger et élargir nos entretiens sur le reste du monde à partir de nos entretiens à l'Union africaine. Cette fois-ci, j'ai souhaité le rencontrer moi-même pour pouvoir lui exprimer toute notre gratitude et également pour lui rendre hommage. Comme vous le savez, à l'occasion du sommet France-Afrique de Bamako, au mois de janvier dernier, les chefs d'État présents lui ont rendu hommage pour son action en faveur de la paix, du développement, pour l'environnement, la lutte antiterroriste et tout ce qu'il a fait par rapport à notre continent. Et je n'avais pas été présent à ce sommet, le vice-président m'y a représenté. Et je tenais à faire le déplacement à Paris pour lui dire personnellement à quel point nous avons apprécié son action en faveur de la Côte d'Ivoire, en faveur du continent africain et bien évidemment en ce qui concerne le monde entier pour la COP21 à Paris, pour la lutte antiterroriste. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de ma conférence de presse, n'eût été l'intervention de François Hollande au Mali, beaucoup de pays, y compris le nôtre, auraient été en très grande difficulté. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que maintenant nous avons décidé de participer à la MINUSMA et où nous avons envoyé des soldats ivoiriens récemment pour le maintien de la paix au Mali. Alors nos échanges se sont articulés
autour bien sûr de l'économie. Nous avons passé en revue les bonnes performances de l'économie ivoirienne, la croissance continue, la réduction de la pauvreté continue et bien évidemment dans toute période de forte croissance économique, il y a des moments de ralentissement et des moments de défi. Et que c'est le défi auquel nous avons à faire face aujourd'hui avec la baisse des prix du cacao. Comme vous le savez, au cours des 4 derniers mois, le prix du cacao a chuté de plus d'un tiers. Et quand on sait que quasiment le tiers ou le quart de la population ivoirienne se consacre à la culture du cacao, cela aura effectivement un impact important sur l'économie. Nous lui avons dit également que bien évidemment la dépréciation de l'euro a eu un impact positif, mais cela a contribué à renchérir pour nous le prix des importations de pétrole. Tous ces éléments auront un impact important sur l'économie ivoirienne, mais nous sommes décidés à continuer de renforcer la croissance de notre économie et surtout de continuer de privilégier les dépenses pro-pauvres. Et je lui ai dit qu'à cet égard, bien évidemment, nous continuons de solliciter le soutien de la France, du gouvernement français, mais surtout des entreprises françaises pour qu'elles continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire et d'investir dans des secteurs clés, notamment le secteur de la transformation, du cacao, la noix de cajou et d'autres produits primaires. Nous avons parlé de gros investissements tels que le métro d'Abidjan, où la partie française doit prendre une part importante. Nous avons sollicité un financement concessionnel plus important pour permettre à la Côte d'Ivoire de ne pas augmenter son endettement. Et le président Hollande est très attentif à cette requête et je pense que nous pourrons travailler ensemble. Sur l'économie, bien évidemment, nous avons envisagé ensemble comment renforcer les relations de coopération que nous avons, d'abord avec la France et plus généralement au niveau donc, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, où la France joue un rôle très important au niveau du conseil d'administration. Le deuxième sujet que nous avons abordé concerne les questions de sécurité. J'ai donc eu l'occasion de dire au président Hollande à quel point nous apprécions la contribution des forces françaises en Côte d'Ivoire et solliciter que ces forces françaises contribuent à la formation de nos soldats compte tenu de la nécessité de renforcer la discipline et l'éthique au niveau de l'armée. Et sur ces questions, nous nous sommes tombés totalement d'accord. Et bien évidemment, les forces françaises à Barkhane donc, et ailleurs font un travail important. En Côte d'Ivoire, comme ce sont des postes de positionnement, elles pourront en ce moment-là, en relation avec notre armée, aider à la formation de nos soldats, compte tenu donc des contraintes que nous avons. Nous avons également parlé de la lutte antiterroriste, la nécessité de coordonner davantage nos renseignements, parce que tout part des renseignements en matière de lutte antiterroriste. Et sur ces questions, les choses sont bien engagées. Comme vous le savez, l'actuel Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, a fait une visite ici à l'occasion de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Et les relations sont bien nouées et les informations sont partagées entre nos deux pays et entre la France et la sous-région pour prévenir toute attaque terroriste sur notre pays. Nous avons enfin parlé des questions internationales. Pour nous, c'était important, compte tenu de la décision de notre pays d'être élu au Conseil de sécurité comme membre non permanent. En juin prochain, j'ai sollicité l'appui de la France, qui est membre de l'Union européenne, mais qui a également tout un réseau donc, de relations à travers le monde pour appuyer notre candidature, pour nous permettre, dès le mois de juin, d'être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Là également, le président Hollande m'a donné son accord. Je voudrais dire que, en réalité,
compte tenu de la décision du président François Hollande de ne pas briguer un deuxième mandat, comme vous le savez, les élections françaises auront lieu dans 6 à 8 semaines. C'était une opportunité pour moi d'aller le saluer, lui rendre hommage et aussi d'échanger avec lui sur sa vision du monde, sur son expérience des 5 dernières années à la tête d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Et ces échanges nous ont été très utiles et très fructueux. Et je pense que nous en avons largement bénéficié. Voilà, vous venez d'écouter le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait le point de son séjour en France, séjour pendant lequel il a rencontré son homologue français, François Hollande. Nous partons maintenant pour le Maroc qui vient d'abriter le 5e Forum international Afrique Développement. Les travaux ont démarré jeudi dernier autour du thème « Les modèles de croissance inclusive en Afrique ». Ce forum vise la promotion de la coopération sud-sud. Il a pour ambition de déterminer les grands projets de développement et d'investissement afin de mettre en lumière les potentialités économiques de l'Afrique. On fait le point avec Awa Touré. Le 5e Forum international Afrique Développement, plus de 2000 opérateurs économiques de 36 pays présents à Casablanca pour explorer de nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique. Le Forum international Afrique Développement, qui se veut un espace de promotion des échanges et de la coopération sud-sud, est une plateforme de rencontres d'affaires et d'échanges sur les problématiques de développement. Ainsi, 3 plénières ont été consacrées au rôle des acteurs économiques dans la création de valeur, l'urbanisation, accélérateur d'inclusion sociale et comment accélérer l'inclusion financière. Cette année, le Forum international Afrique Développement prend, selon le président du FASO, invité d'honneur, une signification particulière avec la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Longtemps attendu, ce retour, j'en suis convaincu, ne peut que renforcer les liens déjà si solides qui existent entre le Royaume du Maroc et les autres pays africains. Qu'au regard des besoins énormes auxquels l'Afrique doit faire face dans tous les secteurs, seule la mutualisation de nos efforts tracera des sillons de notre succès collectif. Dans ce sens, nous nous devons de renforcer et d'accélérer la dynamique de coopération intra-africaine. C'est pourquoi, au niveau institutionnel, il nous faut concrétiser le projet de zone de libre-échange continentale pour accélérer la libre circulation des personnes et des biens. Je voudrais à cet égard reconnaître et saluer le dynamisme du Royaume du Maroc qui ne cesse de développer des initiatives concrètes en matière d'investissement direct intra-africain. En plus du Burkina Faso, 6 autres pays, au nombre desquels la Côte d'Ivoire, sont à l'honneur dans l'espace marché des investissements. Le Maroc, par essence, est un pays qui vit du tourisme. Ils ont réussi ce pari-là de faire du tourisme un pôle économique très attractif. C'est ce que nous allons pouvoir copier et développer une coopération et un partenariat avec l'ensemble des acteurs de ce secteur très stratégique. Nous sommes venus avec quelques projets. Nous allons profiter en tout cas au maximum de cette présence-là pour boucler pas mal de projets. Le président du groupe Attijari Wafa Bank a pour sa part relevé les résultats encourageants du Forum international Afrique Développement 7 ans après sa création. Depuis sa création, notre forum a ainsi mobilisé 6 000 opérateurs de 36 pays, généré près de 13 000 réunions d'affaires, donnant lieu à d'innombrables opportunités d'échange et d'investissement, et est devenu incontournable dans l'agenda des opérateurs économiques et décideurs politiques engagés en Afrique. Autre temps fort de la première journée du Forum international Afrique Développement, l'ouverture du marché des investissements, un espace dédié aux échanges entre porteurs de projets et investisseurs potentiels.
Vous vous souvenez, ici en Côte d'Ivoire, le barrage de Soubré a été mis en eau le 6 mars dernier. Reste à effectuer maintenant les derniers travaux. Le comité interministériel chargé du suivi du plus gros barrage hydroélectrique de la Côte d'Ivoire s'est rendu sur place pour se faire une idée de l'état d'avancement de l'ouvrage. Le barrage se comporte bien depuis sa mise en eau, nous explique Sam Conan et Teresta Peyopoui. Les travaux de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Soubré avancent bien. L'évacuateur de crue est opérationnel. La prise d'eau terminée. L'usine de production d'électricité sera donc bientôt en activité. Les villages déplacés du fait des travaux du barrage ont été reconstruits. Les habitants du dernier village de Kpeiri en construction ont été relogés temporairement à la cité ouvrière. En se rendant sur le site en compagnie du président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire Énergie, les membres du comité interministériel ont voulu se faire une idée de l'avancement des travaux. Et ce projet, c'est pratiquement en matière de développement et particulièrement en matière de développement rural, un très grand succès. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple les populations qui ont été déplacées de leurs terres, les villages nouveaux qui sont construits, etc., ce projet de Soubré va être certainement un repère pour nous, pour la suite en tout cas des actions de développement, particulièrement en direction du monde rural et surtout pour le problème de l'électrification dans notre pays. Le premier groupe va être mis en marche fin avril, le second fin juin et le dernier groupe fin août, si tout se passe bien, selon les responsables de Côte d'Ivoire Énergie. Les ouvrages sont terminés à 95%, ça c'est globalement les ouvrages de génie civil et les équipements électromécaniques, hydromécaniques. Mais les ouvrages de génie civil sont terminés à 100%. Donc nous procédons actuellement au remplissage du réservoir. C'est ce qu'on appelle la mise en eau. En septembre donc, l'aménagement hydroélectrique de Soubré va commencer à produire de l'électricité de 275 MW. D'autres projets à impact rapide ont été réalisés par l'ONUCI dans les localités de Gogo-Gué et de Boguédia, c'est dans le département d'Issia, précisément dans la région du Haut-Sassandra. Ces projets au nombre de 4 viennent d'être inaugurés par la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Maria Toukone. On fait le point avec Konaté Ngana sur place. C'est dans une ambiance festive et chaleureuse que les bénéficiaires des projets à impact rapide ont accueilli la chef de l'opération des Nations Unies et la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Coupant le ruban symbolique du centre de santé de Gogo-Gué, réhabilité et équipé par l'ONUCI, la représentante de l'institution internationale a souligné que le projet vise au renforcement de la paix et le vivre ensemble des communautés bénéficiaires. Si bien le centre de santé que la case des chefs sont des lieux communautaires où des populations de toute origine, de toutes conditions sociales vont se réunir et obligatoirement vont se parler et puis vont échanger et vont renforcer les liens qui les unissent. Saluant la franche collaboration entre l'organisation internationale et le gouvernement ivoirien, la ministre Maria Toukone est convaincue que ces projets contribueront au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Les projets inaugurés ce jour sont une invitation au savoir vivre ensemble ou au savoir revivre ensemble dans la diversité. Après l'étape de Gogo-Gué, la délégation s'est ensuite rendue à Boguédia pour inaugurer le centre multiethnique de médiation et d'arbitrage du canton Balo. Un centre construit pour renforcer les capacités des chefs traditionnels dans la résolution des conflits. Ici, ils l'ont si bien dit, ce n'est pas un tribunal, mais c'est un lieu de concertation pour que les populations puissent trouver solution aux éventuels malentendus qui puissent avoir lieu entre eux. Avant son retrait définitif prévu en juin 2017, l'ONUCI est dans la dynamique de procéder à l'inauguration et la remise symbolique des clés de tous les projets achevés. Des projets en phase avec les aspirations des populations, en témoignent ces images.
On passe maintenant au chapitre religion avec cette question. Quel bilan dressé du Hajj 2016 organisé par la Direction générale des cultes? La direction justement a réuni tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque en vue de rendre compte du déroulement des actions menées dans le cadre de la gestion du Hajj et améliorer l'édition à venir. Kone Pagassoro pour le reportage. En 2016, ce sont 5600 Ivoiriens qui ont accompli le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pèlerinage qui, selon la Direction générale des cultes, a été marqué par la satisfaction des pèlerins, mais aussi des partenaires saoudiens. Les responsables de la Direction générale des cultes et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj entendent améliorer les éditions à venir. Un séminaire bilan autour du thème « Quel ajustement pour une amélioration continue de l'organisation du Hajj » est donc initié. Objectif, rendre compte du déroulement des actions menées dans le cadre de la gestion du Hajj 2016, mais aussi apporter des mesures correctives aux insuffisances constatées par la sensibilisation et la formation des acteurs. Nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous ne disons pas parce qu'on a eu les satisfecits des autorités saoudiennes, donc c'est parti. Il nous appartient d'améliorer toujours. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du Conseil général de l'Arabie saoudite en Côte d'Ivoire, du Conseil supérieur des imams COSIM, des organisateurs privés du Hajj, des structures d'assistance aéroportuaire et du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'organisation des ministères du Hajj, nous sommes satisfaits, mais c'est de leur dire de suivre attentivement ce qui va se passer, d'en tirer les bonnes leçons des écueils de l'édition dernière et de organiser un pèlerinage vraiment au profit de nos pèlerins ivoiriens. Plusieurs résolutions et recommandations ont été prises au cours de ces 2 jours de séminaire bilan du Hajj, entre autres. Proposer à court terme la mise en place d'un guichet unique décentralisé pour toutes les opérations d'inscription au Hajj. Connecter le système d'inscription électronique des opérateurs privés au système central de la Direction générale des cultes. Prévoir des séances d'information et de sensibilisation des communautés relativement à l'édition 2017 du Hajj à partir du 25 mars. Et justement, le Hajj 2017 sera lancé officiellement demain. Parlons maintenant des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie qui avancent bien selon le comité d'organisation. À quelques mois de ces Jeux, le comité accentue la mobilisation. Cible privilégiée, la jeunesse. Elle constitue le fer de lance de ces Jeux. Elle ne doit donc pas rester en marge de cette grande célébration du monde francophone. Les jeunes sont donc invités à s'approprier ces Jeux, nous explique Issa Chonayeo. Le 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017, c'est dans 4 mois. Le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF, multiplie les actions afin d'intéresser toutes les composantes de la société. La jeunesse ivoirienne n'est pas en reste de cette mobilisation. Une séance de formation est donc organisée à l'intention des jeunes par le bureau du Conseil des jeunes du district d'Abidjan, Kojeda. Nous avons des thèmes relatifs au civisme, relatifs au secourisme, des thèmes relatifs à la mobilisation des jeunes et un thème aussi relatif au bénévolat. Et ça, ce sont des thèmes qui sont liés aux activités que les jeunes vont mener durant ces Jeux. Donc pour dire que nous, jeunes leaders du district d'Abidjan, nous sommes prêts, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir investir toutes les communes du district d'Abidjan et leur dire que Abidjan va abriter un grand événement et que personne ne doit rater cet événement-là. Les 8e Jeux de la francophonie se dérouleront dans ce bon esprit parce que, comme l'a dit Sarogo, les jeunes représentent près de 70 ou à 90% du dispositif et tous ceux qui y participent doivent être jeunes dans l'esprit, quel que soit leur âge. Et nous sommes sûrs qu'avec la réflexion qui va être menée aujourd'hui, nous pourrions réorienter ou dans ce point améliorer le dispositif que nous avions envisagé pour les jeunes. Les jeunes sont conscients que la réussite de l'organisation de ces Jeux dépend de leur engagement et de leur détermination. Il s'agira pour nous de relayer l'information auprès des jeunes de l'intérieur pour leur permettre réellement de s'impliquer et savoir que ce jeu ne concerne pas uniquement Abidjan, mais toute la Côte d'Ivoire. Je suis contente de participer à ce genre d'atelier parce que ça va permettre à booster, nous les femmes d'abord, nous jeunes femmes, à vraiment s'imprégner de la chose. Qu'est-ce que c'est que le bénévolat?
beaucoup de jeunes ne le savent pas. Qu'est-ce que c'est le volontariat, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, ces jeux-là vont vraiment venir vulgariser la chose du bénévolat. Cette forte mobilisation de la jeunesse constitue un véritable soulagement pour le district d'Abidjan. Selon le représentant du ministre auprès du président de la République, chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. De ce séminaire, nous sommes convaincus que débouchera une grande résolution. Quelle est cette résolution? C'est que les jeunes décident de prendre à leur compte ces jeux, de s'approprier ces jeux et de faire en sorte que la jeunesse de Côte d'Ivoire montre à l'ensemble des jeunes qui vont se déplacer en Côte d'Ivoire ce qu'est la jeunesse de Côte d'Ivoire. On le voit, les jeunes entendent jouer leur partition dans la réussite des 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Leur forte présence dans les forats de formation et de partage d'expériences montre bien qu'ils sont prêts à jouer leur premier rôle pendant ces Jeux. En sport football, à présent, l'AS Tanda, le champion de Côte d'Ivoire, est éliminé de la Ligue des champions au stade des 16e de finale. Battu à l'aller sur le score de 3-0, l'AS Tanda s'est encore incliné cet après-midi face à l'Étoile sportive du Sahel, 2-1 au stade Robert Champrou de Makori. De son côté, la SEC Mimosa, bien que battue 1-0 ce soir à Yaoundé par l'APGS du Cameroun, est qualifiée pour son prochain tour de la Coupe CAF. Le résultat acquis à Abidjan la semaine dernière, 2-0, lui vaut cette qualification. En France, à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le candidat Benoît Hamon joue son va-tout. Le candidat de la gauche était en meeting, comme vous le voyez aujourd'hui, à Paris, entouré de nombreuses personnalités du Parti socialiste. Ferveur dans la salle olympique de Bercy, où il a prononcé un discours offensif. Le candidat de la gauche espère que cette date marquera un nouveau départ pour sa campagne qui peinait jusqu'ici à décoller. Pour le reste de l'actualité, je vous propose de faire un petit tour dans le monde pour voir ce qui a marqué l'actualité cette semaine. Le tour du monde pour résumer l'actualité internationale, c'est dans le 7 sur 7 avec Gabriel Zani. L'opposant nigérien Mahamadou, condamné lundi par la Cour d'appel de Niamey à 1 an de prison ferme pour son implication dans un trafic international de bébés. Vivant en France depuis près d'1 an et donc absent au procès, Mahamadou était poursuivi pour complicité et recel d'enfants, une décision contestée par son avocat. L'ex-premier ministre français François Fillon, candidat à la présidentielle, a été mis en examen mardi pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux. François Fillon est le premier candidat majeur à une élection présidentielle française à concourir avec le poids d'une mise en examen sur les épaules. Au moins 32 personnes sont mortes mercredi lorsqu'un kamikaze s'est fait exploser dans le bâtiment d'un tribunal dans le centre de Damas. Moins de 2 heures après, un deuxième attentat a frappé la capitale. Un terroriste kamikaze a déclenché sa ceinture explosive à l'intérieur d'un restaurant. Bilan, 25 blessés. La Syrie est rattrapée une fois de plus par l'horreur de la guerre. Un raid aérien américain a tué 46 civils jeudi dans une mosquée du village d'Al-Jiné, dans la province d'Alep. Si l'armée américaine reconnaît avoir effectué cette frappe, elle nie avoir visé la mosquée dans laquelle se trouvaient des civils. Une situation qui intervient alors que Daesh continue de perdre du terrain en Syrie. Le roi Mohamed VI a désigné le vendredi Saadedine El Othmani pour former un gouvernement. Après 5 mois de négociations infructueuses et son gouvernement, l'ancien premier ministre islamiste marocain Abdelillah Bankiran a été remercié mercredi soir par le roi. Le nouveau premier ministre, l'homme de confiance au Parti de la justice et du développement, PJD, doit composer avec les exigences du Rassemblement national des indépendants, parti qui exige que l'Union socialiste de force populaire, l'un des grands perdants des élections législatives, fasse partie de la coalition gouvernementale, chose que refuse jusqu'ici le Parti de la justice et du développement, parti du nouveau Premier ministre.
Chacun d'eux a recueilli les 500 parrainages d'élus pour pouvoir concourir. Le Conseil constitutionnel français a publié samedi la liste officielle des candidats à l'élection de la présidence de la République française. Ces candidats vont s'affronter au premier tour qui se tiendra le 23 avril prochain. Le second tour aura lieu le 7 mai. Martin Schulz, élu ce dimanche à l'unanimité à la tête du Parti social-démocrate allemand. Il est considéré comme le principal adversaire de la chancelière Angela Merkel pour les législatives de septembre prochain en Allemagne. Il succède à l'actuel chef de la diplomatie allemande et vice-chancelier Sigmar Gabriel. Martin Schulz a obtenu 100% des suffrages des militants de son parti. Voilà, je rappelle avant de nous séparer que le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après quelques jours passés en France. Il a regagné Abidjan aujourd'hui et lors de son séjour en France, le président ivoirien a rencontré son homologue français. François Hollande a réitéré le soutien de la France aux efforts de la Côte d'Ivoire, notamment en matière de restructuration des forces de sécurité. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Mais notez que l'actualité ne s'arrête pas. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Moi, je vous retrouve bientôt. Merci de votre fidélité.